Améliorer ses relations par la méditation. Alors, bienvenue à ce webinaire, cette classe virtuelle où je vais vous montrer un potentiel d'application concret de la méditation. C'est vraiment un domaine que j'adore investir, qui est se dire que méditer c'est extraordinaire, mais qu'en plus ça apporte de nombreux bienfaits tout le reste de la journée. Et c'est aussi, ça se raccroche aussi à un message très fort que j'adore au plus profondément de moi. C'est l'idée de se dire qu'il existe des façons de faire pour pouvoir travailler sur soi de manière autonome. Donc c'est un peu tout ça qu'on va voir s'imbriquer aujourd'hui dans ce webinaire. Et je vais vous en faire la démonstration en faisant une application concrète par rapport dans le biais des relations. Alors, qui vous parle? C'est moi, Marie-Ève Lessine, qui vous parle. Je vais me présenter rapidement parce que pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai fait une petite vidéo de 5 minutes qui parle de moi un peu plus profondément, un peu plus de mon parcours. Mais si je devais vous dire une chose de moi, c'est l'idée que depuis les 10-15 dernières années, j'ai fait vraiment un gros constat. Je travaillais 10 ans dans une chaire en santé psychologique au travail et ça m'a fait comprendre vraiment que c'est vraiment par le biais du travail sur soi, de la connaissance sur soi, qu'on peut faire vraiment une grosse différence dans la vie. Et ça a été tellement gros comme constat que ça m'a amené à refaire une maîtrise. J'avais d'abord une maîtrise en management. Ça m'a amené à refaire une maîtrise, cette fois-ci en counseling et orientation. Ça m'a amené à prendre des formations en psychothérapie, en méditation, pour pouvoir aider dans et déployer un peu la conviction que j'avais, qui était que tout part de soi. Et donc, en en arrivant là, j'ai créé évidemment Let It Be, une entreprise en méditation et en psychologie qui vous donne des outils en psychologie pour vous permettre non seulement d'apprendre à méditer, de travailler sur vous-même et d'être autonome dans tout ça. Mais d'un point de vue plus personnel, je suis une maman, je suis l'épouse de Patrick aussi et je suis entourée de beaucoup d'animaux parce que mon autre carrière en dehors de la It Be, c'est d'être au contact des chevaux et de travailler en zoothérapie avec les chevaux. J'adore le plein air, j'adore bien manger, j'ai un côté très terrestre et j'ai un côté très exploratrice du monde intérieur en même temps. Donc c'était pour vous donner des petites facettes de qui je suis. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet en regardant, ça va être le plan, ça va être quoi le plan de la classe virtuelle qu'on va dérouler ensemble. Donc d'abord, ce que j'aimerais, c'est de vous aider à comprendre les rouages de la méditation et vous aider à voir comment elle peut vous aider à être non seulement plus autonome dans votre développement personnel, mais surtout vous aider comment elle peut vous aider dans votre développement personnel. Et pour ça, après, on va découvrir une application concrète de la façon dont la méditation peut vous aider. Et cette façon concrète-là, ça va être le cadre des relations. Et comme j'avais envie de vous faire goûter à la méditation, mais goûter à une facette de la méditation qui est vraiment joyeuse, très sympathique, j'ai choisi une méditation qu'on appelle guidée. Et j'ai choisi de vous faire cette méditation guidée avec une noix. Donc c'est important d'avoir un petit truc à grignoter pour la fin du webinaire parce que je vais vous faire méditer avec une noix. Mais ça peut être un biscuit, un bonbon, bref, ce que vous avez envie sur le moment. Ce que je vous demande aussi, c'est de couper votre cellulaire, de ne pas aller sur Facebook, parce que plus vous allez vous investir pour écouter ce webinaire-là, plus ça va rentrer en vous et le message que je veux vous faire passer, il sera déjà un petit peu intégré sans presque aucun effort. Alors on commence dans le vif du sujet, dans le concret, en comprenant c'est quoi les rouages de la méditation. Bon, la méditation déjà, c'est un entraînement de l'esprit, tout comme le sport est un entraînement du corps. Le parallèle est extraordinaire et toujours vrai. La méditation, ça passe par un retour sur soi. Et ce retour sur soi, il peut être très tumultueux ou au contraire très paisible. Ça veut dire que quand on revient à soi, on peut euh, finalement se rendre compte qu'on a énormément de pensées, être très perturbé par toutes les pensées que d'habitude on n'entend pas parce qu'on s'anesthésie avec toutes sortes de choses comme la télévision, notre téléphone,
le travail ou toute autre chose. Et donc quand on fait un retour sur soi, parfois on est très étonné de voir que en soi, c'est pas si calme que ça. Il y a Mathieu Ricard qui est un écrivain, un moine bouddhiste et quelqu'un qui a beaucoup développé la pleine conscience, qui disait que parfois retourner à soi, c'est découvrir qu'on a une armée de singes qui n'a pas mangé depuis 10 jours, qui est là pour vous accueillir. Donc on voit que ça peut être très tumultueux, pardon, ou au contraire, ça peut être très calme. Retourner à soi, ça peut être justement un moyen, excusez-moi, de retrouver cet havre de paix en soi pour pouvoir se déposer d'une journée difficile. Ce qui est beau là-dedans, c'est que au départ, oui, ça peut être tumultueux, mais avec la pratique de la méditation, c'est là où justement on peut retrouver et créer ce calme s'il n'est pas là naturellement. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que c'est important de voir que c'est pas parce qu'au départ c'est tumultueux, que c'est fichu, que vous ne pourrez jamais méditer, que la méditation c'est pas fait pour vous. Non, au contraire, ce que j'ai à vous dire là-dedans, c'est que quand c'est trop tumultueux, peut-être que ça vous prend des techniques spécifiques de méditation pour justement vous aider à ce que ce soit un tout petit peu moins tumultueux. Et c'est pour ça que je préconise de toujours prendre un cours, un petit atelier, ne serait-ce que 3 heures, pour vraiment apprendre à méditer. Parce que c'est un peu comme quand on fait un régime. Mais on peut perdre un petit peu de poids tout seul en faisant ses propres menus, mais c'est toujours mieux d'être accompagné au départ pour avoir quelque chose de durable. Et je trouve que c'est exactement pareil par rapport à la méditation. Mais la méditation, pour continuer sur la lancée des bienfaits, c'est aussi un endroit où on va pouvoir s'entraîner à être différent. Un petit endroit très simple en nous qui va être un peu notre laboratoire pour s'entraîner à être différent, à avoir un rapport différent à notre environnement. Ça, je vais le développer un petit peu plus tard. Et dans tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que la méditation, c'est un acte qui est salvateur pour les 23h40 de la journée. C'est-à-dire que si vous vous donnez un petit 20 minutes de méditation, oui, ce 20 minutes-là a un énorme potentiel, celui d'améliorer les 23h40 autres de votre journée. Donc c'est vraiment un investissement parce que c'est en ayant donné 20 minutes dans le calme à votre corps, à votre esprit, il va y avoir des bienfaits qui vont se déployer. Et c'est là où on voit que la méditation, c'est quelque chose d'extrêmement concret, malgré ce qu'on peut en penser. La méditation de pleine conscience, c'est une forme particulière de méditation maintenant. C'est celle qu'on prône chez la Tibi, et c'est pour ça que je vais la développer un petit peu plus. Et si je dois en donner une définition, je vais vous donner la définition de Jon Kabat-Zinn, qui dit que la méditation de pleine conscience, c'est faire attention de manière particulière et délibérée à l'instant présent, sans passer par le filtre du jugement. Donc c'est une méditation qui est la méditation de l'instant présent, où toute l'attention est portée à qu'est-ce qui se passe dans l'instant présent. Et quand je vous parlais de laboratoire tantôt, le lien que je veux faire, je vais le dérouler maintenant. C'est-à-dire que dans cet instant présent, il va se passer tout un tas de choses. On va ressentir des émotions, on va avoir des pensées, on va avoir des sensations corporelles en revenant à soi, en revenant à son corps, en revenant à son intériorité. Et quand je vous dis qu'on peut développer son petit laboratoire pour développer une autre façon d'être à soi et à son environnement, je veux dire par là que justement, dans cette méditation, quand on a une émotion, plutôt que de chercher à la fuir ou à l'anesthésier comme on peut le faire d'habitude, ça peut être le moment où justement on va apprendre tout en douceur à la ressentir, à la vivre, pour pouvoir voir qu'est-ce que ça fait finalement de ne pas combattre une émotion, de ne pas la fuir, mais d'être plus en lien avec elle, d'être plus en ressenti avec elle. La méditation, ça peut être aussi un laboratoire où on va se donner un répit de critique, de jugement sur soi. Un moment où on va finalement se dire, ça pourrait être le fun de me donner juste beaucoup de bienveillance pendant les 20 minutes où je vais méditer. Et donc en s'entraînant petit à petit à s'offrir cette bienveillance-là, ça va se propager naturellement les 23h40, les fameuses, où on ne médite pas. C'est des façons de voir la méditation et c'est très logique aussi de voir que finalement, quand on prend le temps de s'entraîner à faire quelque chose pendant un moment de calme où on est centré sur soi, forcément, ces efforts qu'on va mettre là, même s'ils sont tout simples, ils vont avoir un impact sur le reste de notre journée, sur nos compétences aussi.
Donc là, je vous parlais d'une méditation qui se fait de manière très sereine, avec un retour sur l'instant présent. Mais il existe aussi des méditations qu'on appelle guidées, où là, c'est des méditations où on va venir écouter un CD, un disque, une trame sur Internet, qui va nous aider à faire les bonnes choses au bon moment. Donc on est un peu plus pris par la main, et pour débuter, c'est vraiment excellent. Mais sachez que c'est complémentaire, bien sûr, à une pratique de méditation du souffle, une pratique de méditation euh, sans guide, qui se fait vraiment de manière autonome pour pouvoir vraiment aller chercher le potentiel de la méditation. Et cette méditation guidée, je vais vous en proposer une justement à la fin du webinaire pour que vous puissiez goûter à quelque chose qui est nouveau peut-être et un visage de la méditation que vous n'avez pas encore pu constater auparavant. Donc, en apprenant à tourner ses antennes vers l'intérieur, on découvre son monde intérieur et on est aux premières loges de travailler sur soi. Vous l'aurez compris, c'est vraiment un de mes messages forts quand j'ai commencé à travailler la méditation, à comprendre un peu ses bienfaits, à faire des liens avec tout ce que j'ai compris de la psychologie depuis tant d'années. Mais c'est le lien que je veux faire, c'est l'idée que c'est vraiment en faisant le calme en soi, en tournant ses antennes vers l'intérieur, qu'on est aux premières loges pour pouvoir travailler sur soi. C'est ce que j'appelle la méditothérapie, dans le sens où c'est par la méditation qu'on arrive à se faire une mini-thérapie de manière autonome. Et cette théorie-là, c'est vraiment une théorie qui se corrobore dans plusieurs approches en psychologie. On passe par exemple à la méditation qui est associée à certaines thérapies cognitivo-comportementales, la méditation, en tout cas l'état de pleine conscience qui est associé à un travail humaniste, notamment dans les psychothérapies de type et d'éthique. Donc on voit que de plus en plus, la méditation et la pleine conscience, je vais faire la distinction dans quelques minutes, est vraiment une porte d'entrée extraordinaire pour travailler sur soi. Quand on est dans le présent, on prend la mesure de qu'est-ce qui nous habite. On découvre des messages sur soi que nous envoie notre propre corps, qu'on n'avait pas le temps d'écouter avant parce qu'on est tout le temps dans notre tête, dans un tourbillon qui nous empêche de revenir à soi et d'écouter. Et bien sûr, comme je disais, on peut s'entraîner à être différemment avec soi pour après être différemment avec les autres. Et justement, avant de continuer, il faut que je fasse une distinction qui est primordiale, un amalgame qu'on fait tous, mais qui est quand même important de vraiment bien distinguer pour que vous puissiez bien comprendre le reste de ce que j'ai à dire. Donc il est bien important de différencier la période de méditation en tant que telle, quand on est assis sur notre coussin, les 20 minutes dont je parlais, de l'état de pleine conscience, qui est l'état qu'on vit certes dans les méditations, mais qui est un état qu'on peut exporter dans la vie courante. C'est cet état-là qui fait qu'on est pleinement conscient à ce qu'on fait, à ce qu'on est. Donc être en pleine conscience est différent de faire de la méditation. Être en pleine conscience, c'est dans l'action, on est présent à qu'est-ce qu'on fait, on est tout là pour faire ce qu'on a à faire. Être avec ses enfants, travailler, vous donner un webinaire, n'importe quoi, faire la cuisine. On peut le faire tout ça en pleine conscience, c'est-à-dire en étant pleinement présent à ça, sans que le petit hamster nous amène à droite à gauche pour traiter des problèmes qui ne sont pas du présent. Et méditer, l'acte de méditer, c'est l'acte d'être en pleine conscience, mais pendant la méditation. C'est s'asseoir sur un coussin, j'aime bien cette expression pour résumer l'acte de méditation, sur son coussin, sur sa chaise, pour pratiquer sa méditation quotidienne. C'est important vraiment de vous le mentionner, parce que c'est à la base de justement toute la méditothérapie que je vais vous présenter. Donc justement, la méditothérapie, c'est comprendre comment la méditation peut contribuer au développement personnel. Et l'exemple que je vous donne aujourd'hui, c'est l'exemple des relations. Mais j'aurais pu vous en donner sur d'autres facettes de votre vie. Ça aurait pu être la connaissance de soi, la conscience de soi, le rapport à votre passé, le rapport à votre présent. Mais là, j'ai choisi pour ce webinaire-là l'exemple des relations. Mais vous inquiétez pas, il y aura plein d'autres webinaires et je vais vous montrer tout le potentiel d'application concret de la méditation.
j'en suis fait presque une mission. Alors, améliorer ses relations. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, ce que je veux dire par là, c'est que une relation, une belle relation, c'est une relation qui est authentique. C'est celle dans laquelle on peut s'exprimer, être soi-même, ne pas se cacher, ne pas avoir honte, ne pas dire oui si on a envie de dire non. Mais le faire tout en étant en contact conscient avec l'autre. C'est vraiment important pour moi de voir qu'une relation authentique, c'est une relation qui est vivante et c'est une relation où on a une place, on donne une place à l'autre, on ne l'écrase pas avec la place qu'on se donne, on ne s'écrase pas en laissant toute la place à l'autre, mais avoir comme une dialectique où soi et l'autre sont dans une relation qui est souple et vraiment saine et sereine. C'est sûr que c'est vivant, donc parfois on peut prendre plus de place, parfois on va prendre moins de place. Mais l'idée dans tout ça, c'est que tout le monde se respecte et qu'il y ait une relation qu'on appelle authentique. J'ai choisi 3 bienfaits, 3 impacts, qui sont le lâcher-prise, ce que j'appelle la minute magique, ou plutôt la seconde magique, et l'écoute de l'autre. Dans tout ça, ce qu'on va faire maintenant, c'est, je vais vous donner une explication de qu'est-ce que j'entends par lâcher-prise, seconde magique, et écoute de l'autre. Et on va voir après la façon dont la méditation aide à cela. Et on va faire ensuite le lien avec les relations. Alors vous voyez mon petit pop-up qui est arrivé, c'était mon heure pour que je sois dans mes pensées positives. Une petite technique de psychologie positive qui marche super bien d'ailleurs, je pourrais vous en parler une autre fois. Donc on commence avec le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quoi? C'est beaucoup de choses, mais dans la façon dont je vais vous le présenter aujourd'hui, c'est vous montrer que c'est une façon d'être par rapport à nos difficultés. Il faut que vous compreniez que d'une part, il y a les problèmes, et d'autre part, il y a la façon dont on réagit à ces problèmes. Donc, quand quelqu'un a un problème, sa façon de réagir peut être souffrante et fait que ce problème devient un gros problème, ou sa façon de réagir peut faire en sorte que le problème va finalement s'éteindre de lui-même, ou en tout cas s'amenuiser parce que il va ne plus faire de ce problème un problème. C'est vraiment important de comprendre que un problème n'existe pas en soi, mais que c'est notre rapport au problème qui va faire qu'il va grossir ou pas. Un exemple très très récent, c'est que quand j'ai préparé ce webinaire-là, j'ai préparé le matin, je suis partie à l'écurie voir mes chevaux et en revenant, j'avais tout perdu. C'est un problème. Pour moi, c'était un gros problème. Mais finalement, j'étais tellement zen que je me suis juste dit, ok, je perds pas de temps, je vais me remettre à travailler, puis je vais réécrire tout ce que j'ai perdu. Ça n'a pas été souffrant, j'ai pas été dans l'apitoiement, j'ai pas été dans la consternation, j'ai pas pleuré, j'ai pas tapé du pied par terre. Je me suis juste remis au travail et finalement, comme j'avais déjà eu quand même une première passe où j'avais mis toutes mes idées en place, et ben ça a relativement aidé vite. J'ai retravaillé j'ai retravaillé sur mon webinaire. Ça vous montre qu'une grosse partie de la souffrance, ça vient de l'ego, du mental. Et que donc lâcher prise, ça va être une façon d'être qui va nous aider à sortir de ce mental-là pour expérimenter un autre rapport à nos problèmes. Et justement, la méditation peut nous aider à lâcher prise de plusieurs manières. Et la manière la plus fondamentale, c'est qu'elle va nous aider à sortir de notre petit hamster mental, celui-là même qui fait en sorte que le problème qui nous arrive, on en fait un plus gros problème qui ne l'est. Parce que ce petit hamster, il a le doigté pour s'inquiéter. Ramener ça à des choses qu'on a déjà vécues et qui ont été souffrantes. Ce petit hamster-là, il s'emballe. C'est sûr que c'est peut-être un peu son travail de nous mettre en garde, de faire attention à notre sécurité, mais la plupart du temps, il n'est pas utile pour nous parce qu'on n'est pas en danger. C'est lui qui nous montre des visages du problème qui n'existent pas. Et donc du coup, la méditation, ça va nous aider à sortir de notre hamster et faire en sorte d'avoir une approche plus sereine par rapport à nos problèmes et de le voir plus tel qu'il est et non pas tel que nous en faisons le problème. Ça nous donne en même temps un espace, ça nous fait expérimenter en même temps un espace de sérénité. En lâchant prise, en sortant de notre tête, c'est comme si on découvrait un refuge en soi
dans notre corps, parce que c'est l'idée de redescendre avec une conscience plus globale de soi, pour pouvoir aborder le problème différemment. Donc, concrètement, quand on médite, on sort de sa tête, on sort de ses pensées compulsives et on expérimente une façon plus large d'aborder la vie. Et quand je parle plus large, c'est vraiment concrètement d'aborder la vie avec qui on est dans notre entièreté. Presque de l'aborder de façon corporelle, en ressentant les choses, mais de manière plus large, avec un ressenti de ces choses-là et non plus une intellectualisation de ces problèmes-là. Et c'est ça qui va faire toute la différence, parce qu'en expérimentant justement, en diluant le problème avec une conscience plus large, ben, il perd forcément de son pouvoir. Et en n'étant plus dans son mental pour l'entretenir, en ayant cette conscience plus large-là pour l'aborder, ben, on retombe tout de suite évidemment dans notre toute puissance pour pouvoir le résoudre de manière plus efficace. Évidemment, le lien avec les relations est évident. Lâcher prise, ça va faire en sorte qu'on va avoir des relations beaucoup plus positives avec certaines personnes, parce que on va être capable enfin de lâcher des petits détails inutiles qui minaient notre relation. On va être dans une position où on va être peut-être dans le moins jugé, moins critique, plus dans l'acceptation de l'autre, en lâchant prise justement sur ses petits défauts, les choses qu'on aime moins de lui. Ça va nous permettre aussi d'avoir un rapport à l'autre qui va plus à l'essentiel. Voir l'autre comme une personne dans toute sa bienveillance, dans tout ce qu'il a de beau aussi à nous offrir, en minimisant, en lâchant prise justement sur qu'est-ce qui est souffrant, qui était souffrant parce qu'on en faisait une souffrance dans la relation. Je vais continuer maintenant par un autre bienfait de la méditation, un bienfait que j'adore, ça s'appelle la seconde magie, ou la minute magique, mais minute c'est un petit peu trop, je préfère dire la seconde magique. C'est quoi la seconde magique? C'est la seconde qui sépare un mot, un jugement, une critique que nous fait notre personne de la réaction qu'on va avoir devant ce mot, ce jugement, cette critique. C'est une seconde qui existe que si vous en avez conscience, parce que généralement ça se fait tellement vite que dès que quelqu'un nous fait une remarque, eh bien on réagit. Et donc on ne s'aperçoit pas qu'on a le choix de la réponse, parce qu'on réagit d'emblée en fonction des souffrances qu'on a en soi et en fonction de la façon dont on est d'habitude. Il y en a certains qui vont réagir en attaquant, d'autres qui vont réagir en fuyant. Donc ça peut être une fuite physique, dire couper court puis ne plus vouloir voir la personne, ou en tout cas faire un break, ou une fuite mentale, par exemple en changeant de sujet. Mais quand on est face à quelqu'un qui nous critique, ou c'est plus où il y a quelque chose de négatif, et bien forcément on va réagir d'une certaine façon. Mais sachez qu'il existe une seconde magique, un moment magique où on va avoir le choix de notre réponse. Parce qu'on a toujours le choix, mais parfois ça va tellement vite qu'on n'est pas capable de savoir qu'est-ce qu'on va dire. Et donc, cette seconde-là, si vous en avez conscience, elle vous permet de savoir qu'est-ce que vous voulez répondre. Est-ce que vous voulez répondre d'une posture de réaction de souffrance, ou vous voulez répondre dans une autre posture, une posture plus sage, une posture plus mature, une posture peut-être qui va montrer à l'autre personne que c'est bien ridicule qu'est-ce qu'elle vient de vous dire là, et donc lui renvoyer la balle, de se dire ben, écoute, moi ça ne m'atteint pas, ce n'est pas à ce niveau-là que je vais avoir de relation avec toi. C'est quand même assez magnifique de se dire qu'on a le choix de réagir et d'y aller avec une façon différente d'être. Et la méditation peut nous aider là-dedans, parce que la méditation a un pouvoir. Le pouvoir de nous aider à avoir un rapport différent au temps. Je m'explique là-dedans. C'est que plus on va méditer, plus on va avoir conscience que dans une seconde, plus on va être capable de voir que dans une même seconde, il existe mille et une choses. C'est comme si plus on médite, plus on est capable de voir plus de choses qui existent dans l'instant présent. Des choses qu'on n'était pas capable de voir auparavant, parce que on était dans notre tête. Donc on mettait tout notre focus sur le scénario qui était en train de se passer dans notre tête, et on n'était pas capable de voir la beauté de l'instant présent.
Et plus on va méditer, et plus ça va avoir des impacts, par exemple, sur votre balade en forêt, où avant, vous pouvez vous balader en forêt tout en ayant quand même une grosse activité mentale. Et là, en vous entraînant à méditer, ben, vous allez vous balader en forêt, vous allez découvrir les petites choses qui ont toujours été là, mais que vous ne voyez pas. Le petit oiseau sur l'arbre, un reflet d'une branche, une pierre en forme de cœur, une flaque d'eau avec une forme bien particulière, une couleur. Donc plus on va méditer, plus on va un peu ralentir le temps, mais ça va être juste un feeling, pour pouvoir finalement apprécier plus de choses qui se logent dans l'instant présent. J'appelle cela rentrer dans l'épaisseur de l'instant présent pour en profiter de toute sa substance. Et donc ça va être exactement pareil quand vous êtes en relation avec quelqu'un, que cette personne va vous dire quelque chose, et vous allez peut-être avoir la capacité de saisir ce temps d'arrêt-là pour sentir en vous qu'est-ce qui monte et choisir de répondre ou pas avec qu'est-ce qui monte. Par exemple, quelqu'un vous demande quelque chose et vous sentez en vous que ce qui monte, c'est un non. Et donc plutôt que de réagir de manière automatique en disant oui, oui, je suis d'accord, bien sûr, ça me fait plaisir, donc une façon très inauthentique finalement de répondre parce que vous n'en avez pas envie profondément, vous allez sentir que la réponse en vous, c'est plus un non et choisir de l'apporter ce non en guise de réponse ou le nuancer en disant ben, laisse-moi y réfléchir ou attends, je vais t'expliquer pourquoi je ne peux pas te rendre ce service-là. Et c'est pareil avec quelqu'un qui vous fait une critique. Plutôt que de l'attaquer à votre tour, vous pouvez peut-être avoir une autre idée, une autre façon d'aborder, de répondre à cette critique-là, une façon plus mature qui va faire en sorte que ça va désamorcer la critique de l'autre et ça va vous mettre en posture d'une personne beaucoup plus sage et sereine par rapport à ce qui se passe. Donc la démonstration n'est pas à faire de voir qu'à quel point cette façon de répondre, cette façon d'être à l'autre peut avoir un potentiel énorme pour améliorer les relations qu'on a. Récemment, je vais vous donner un exemple. On m'a un peu critiqué sur l'idée que, alors, je pense que le message c'était que plus je faisais d'études, plus j'étais peut-être dans ma tête et moins j'étais capable peut-être d'intervenir avec une posture qui est plus du cœur. Comme si finalement, plus j'étudiais un sujet, plus j'allais devenir une intellectuelle par rapport à ce sujet, que j'allais perdre ma capacité à intervenir à partir du cœur. Vous voyez comment la personne faisait un amalgame énorme, tu sais, c'est se dire les intellectuels n'ont pas de cœur, puis ceux qui interviennent à partir du cœur, c'est pas des intellectuels, mais eux, ils l'ont l'affaire dans l'intervention parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles à l'autre. C'est un peu faire un raccourci parce que ça ne veut pas dire on peut vraiment partir du cœur pour intervenir avec l'autre, mais aussi on peut avoir, et c'est pas du tout, c'est complémentaire, tout encore plus de connaissances qui nous permet d'encore mieux servir l'autre, d'être encore plus efficace et pratique dans notre relation en utilisant des outils qui ne rentrent pas du tout en compétition avec l'état de présence et toute la compassion et l'empathie qu'on va mettre pour travailler à l'autre. Et donc du coup, plutôt que de réagir de manière sévère à cette remarque, mais j'ai juste choisi d'expliquer à l'autre en quoi étudier m'aide justement à être beaucoup plus empathique, beaucoup plus efficace et finalement d'être beaucoup plus aimante dans ma relation à l'autre parce que j'ai toute une panoplie d'outils pour l'aider et être beaucoup plus efficace avec. C'était ma petite tranche de vie et c'était, je trouve, aussi un merveilleux exemple pour illustrer ce que je viens de vous dire. On va passer maintenant à l'écoute. L'écoute, ça peut paraître très passif, mais en fait, ça l'est pas du tout. Entendre, oui, c'est passif, mais écouter, c'est super actif. Pourquoi? Parce que écouter, on s'entend, c'est pas juste entendre. On sait depuis je sais pas combien d'années, parce que tout le monde nous le rabâche, que la communication, c'est 10% de verbal et 90% de non-verbal, en gros. Et donc du coup, peut-être que dans ce non-verbal-là, il y a ce qu'on appelle le paraverbal, donc l'intonation de la voix, ça nous donne de l'information sur qu'est-ce que veut nous dire la personne et tout ça. Mais il y a quand même un gros, peut-être 50% qui est du non-verbal pur. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas décodé par les oreilles, mais qui est décodé par autre chose. Et ce qui nous permet de décoder une partie de la communication, c'est nos neurones, les neurones miroirs. Est-ce que vous connaissez ça, les neurones miroirs? Bon, les neurones miroirs, c'est des neurones géniaux qui nous permettent de ressentir qu'est-ce que la personne ressent. Miroir, ça parle bien. C'est l'idée de dire, on a nos neurones, puis ces neurones-là, ils viennent
capter qu'est-ce que vit la personne, qu'est-ce que ressent la personne et nous donner une information. C'est pour ça qu'on peut ressentir l'empathie. Quand une personne est triste, on sent que cette personne est dans un état de tristesse, même si elle essaye de cacher ça avec un gros sourire, parce que c'est nos neurones miroirs qui nous ont donné cette information-là. Et ces neurones miroirs-là, ils s'expriment d'autant mieux qu'on est en état de pleine conscience. Parce que l'information qu'ils ont à nous donner, ils nous le donnent dans le présent. Donc si on est présent à nous, qu'on a conscience de qu'est-ce qui se passe en nous, ça va nous donner une foule d'informations nouvelles pour pouvoir justement être encore plus empathique et mieux comprendre en tout cas ce que la personne a à nous dire. Et ça montre que l'écoute, ça a deux visages. C'est un visage, oui, auditif, mais c'est un visage aussi corporel. Dans le sens que quand on veut vraiment écouter quelqu'un, il faut avoir ce qu'on appelle une attention flottante. Une façon d'être à l'autre qui fait qu'on est un petit peu branché à soi, mais on est aussi évidemment branché à l'autre pour à la fois écouter qu'est-ce qu'il a à nous dire, mais aussi être capable de ressentir en nous qu'est-ce l'effet des mots sur nous. Et cet effet des mots sur nous, ça nous donne toute une panoplie d'informations sur le message qu'il a à nous donner, bien évidemment, mais aussi sur la façon dont nous, on est sensible à son message. Et c'est ça de voir, c'est ça toute la beauté de voir que l'écoute, c'est quelque chose qui se fait comme une boucle, dans le sens où on va à la fois récolter quelque chose qui vient de l'intériorité de l'autre, mais on doit le passer par le filtre de notre propre corps, de notre propre ressenti, de notre propre être, pour pouvoir le décoder pleinement. Alors, la méditation, ça nous aide vraiment énormément pour développer cette forme d'écoute parce que ça nous ramène à notre corps. Ça nous ramène à comprendre c'est quoi les petites sensations de notre corps, à les capter, avoir davantage conscience de soi pour pouvoir finalement mieux écouter, mieux être en contact avec ce réceptacle qui est notre corps pour pouvoir être en relation avec les autres. Le body scan, c'est un exercice qu'on trouve partout sur Internet et qui est vraiment une belle méditation pour reprendre contact un petit peu avec chacune des parties de notre corps que souvent on oublie. On oublie d'aller visiter, d'aller prendre des nouvelles. Pardon. Donc on comprend évidemment que quand on est dans une posture d'écoute pleine à l'autre, c'est là où on peut vraiment le rejoindre dans qui il est, le comprendre, le reconnaître, être empathique avec lui, et c'est bien sûr une fantastique façon d'améliorer ses relations. Bon, on va faire la boucle avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc on a vu quelques applications concrètes de la méditation. On a vu que c'est justement ces applications concrètes, elles se font les 23h40 où on ne médite pas. Et on a vu certains bienfaits donc, sur les relations. Évidemment, si vous écoutez mieux, si vous réagissez de manière plus authentique, si vous êtes capable de lâcher prise plus facilement sur des choses qui sont de l'ordre du détail et qui viennent polluer inutilement la relation que vous avez à l'autre, il est indéniable que vos relations vont profondément se transformer. Et quand je parle de se transformer, je parle de se transformer à tous les niveaux. Vous vous respecterez plus, vous serez plus centré sur vos besoins, mais à la fois vous serez plus aussi conscient c'est quoi les besoins de l'autre. Donc vous allez vraiment étendre votre champ de connaissance et de conscience à la fois de vous-même et à la fois de l'autre personne aussi. Vous serez plus évidemment sincère avec vous parce que vous allez enfin peut-être prendre connaissance et prendre conscience et écouter qu'est-ce que vous ressentez, mais aussi avec lui parce que vous allez répondre de manière beaucoup plus authentique à l'autre dans ce que vous avez à lui répondre. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que ce ne sera pas surfait, plaqué, ce sera vraiment naturel parce que tout ce mouvement-là, il vient du plus profond de vous. C'était un peu le message central que je voulais vous faire passer dans ce webinaire parce que c'était l'idée de montrer la façon de manière très concrète comment la méditation a un impact sur la relation aux autres. Alors, on a vu notamment que la méditation, ça nous aidait à sortir de notre tête.
ça nous aidait à avoir une conscience plus large. Et donc, dans cette conscience plus large, on est capable de capter mille et une choses de notre environnement qu'on ne voyait pas auparavant, mais que maintenant, on est capable de voir. Parce que dans un sens, ces choses ont toujours été là, mais on n'était pas n'en avait pas la bonne attention, attention en un mot, pour pouvoir les voir. Donc, et dans un sens, c'est pour ça que je dis que la méditation, ça fait ralentir un peu le temps, parce que ça nous donne un autre rapport aux choses, un rapport plus lent, mais qui nous permet d'être encore plus sharp et direct dans la façon dont on veut réagir aux choses. Ça faisait le tour de ce que je vous dis par rapport au... ça faisait le tour de la boucle par rapport à ce que je voulais vous dire. Et c'était un exemple concret de ce que j'appelle la méditothérapie. Mais bien évidemment, pour en arriver là, il est nécessaire de méditer. Et ça, c'est vraiment primordial. C'est que tous les bienfaits que je vous montre là, ils ne s'inventent pas par l'opération du Saint-Esprit. C'est pas en méditant une fois qu'ils vont tout de suite se développer. C'est un travail de longue haleine, un peu comme un régime, où c'est avec votre pratique régulière de méditation que vous allez vraiment avoir la capacité à être à développer tous ces bienfaits pour pouvoir après découvrir tous les impacts dans votre vie courante. C'est important de méditer, mais c'est aussi important d'avoir les bons outils en développement personnel. Dans le sens où, comme je vous disais dans mon concept de méditothérapie, la méditation, c'est un point de départ, un premier point de départ pour se remettre dans le présent. Et ensuite, ça va être l'idée, une fois qu'on est dans cette posture de méditation, qu'on va être plus en contact avec soi pour ressentir qu'est-ce qui se passe en nous, les émotions, nos santé, nos pensées, nos sensations, etc. Et donc, c'est pour ça que dans cet esprit-là, je me suis dit que il y a quelque chose à faire pour pouvoir offrir des outils qui sont des outils de développement personnel, des outils qui sont utilisables de manière autonome pour pouvoir travailler sur soi. Et ça, c'est vraiment tout le cœur d'une méthode que j'ai développée, que j'appelle le programme Méditation et Bonheur, et qui est une méthode pour revenir dans le présent, bien évidemment, apprendre à méditer, mais aussi à lâcher prise et travailler sur soi. Cette méthode-là, je l'ai comme accouchée. Elle était en moi depuis des années, puis j'ai vraiment choisi de la créer sous forme d'un atelier, d'un programme, je dirais. Mais c'est vraiment un programme que j'adore parce qu'il fait vraiment la synthèse de tout ce que je connais de mieux pour travailler sur soi de manière autonome par le biais du retour à soi, par la méditation. C'est un programme qui s'offre en ligne sur une plateforme qui est vraiment totalement dédiée à l'enseignement. C'est un programme qui se fait sur 2 mois et chaque semaine, vous recevez un module par semaine et chaque semaine, finalement, vous avez une occasion d'en apprendre un peu plus sur les outils qui existent pour, par exemple, gérer les petits tracas quotidiens, les petits malaises quotidiens, apprendre à revenir rapidement dans le présent, gérer les émotions, apprendre aussi à lâcher prise, avoir une attitude un peu plus positive avec la vie. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement, c'est à peu près 1h, 1h30 par semaine sur les 2 mois, en dehors de la plage de méditation bien sûr, mais à travers ça, vous allez être vraiment capable de transformer tout ce qui est de l'ordre des petits tracas quotidiens pour pouvoir réellement retrouver une forme de sérénité. C'est pour ça d'ailleurs que le programme s'appelle Méditation et Bonheur. Et si je vous dis concrètement qu'est-ce qu'il y a là-dedans, chaque semaine vous recevez des audios, vous recevez des méditations, vous recevez des outils sous forme de checklist, vous recevez bien évidemment des exercices à faire, mais pas des exercices lourds à travailler, non, des exercices qui s'intègrent dans vos interactions quotidiennes. Vous sentez une émotion, oups, ça y est, je vous ai donné la bonne procédure que j'ai appelée le SIDAR pour pouvoir dérouler rapidement cette émotion-là. Et bien évidemment, tout au long de ces 2 mois, on reste en contact et je vous donne des petites surprises pour vous aider à vous motiver. Vous avez accès à cette plateforme pendant 2 ans, sans problème, et c'est à vous vraiment de trouver le rythme pour travailler sur vous-même.
Mais ce qui est sûr, c'est que je vous donne des outils qui seront là toute votre vie pour vous aider à résoudre tous vos tracas quotidiens. C'est sûr que les gros tracas, les grosses choses qui sont de l'ordre de la psychothérapie, c'est pas avec ces outils-là qu'on les travaille, mais au quotidien, on a 1001 petits tracas et c'est avec eux que je voudrais que vous appreniez à travailler, surtout de manière autonome. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que, avant de passer à la méditation, c'est que ce programme-là, je vous l'offre avec un tarif préférentiel jusqu'au 17 mars. Donc, les 2 mois de formation, tous les bonus, le CD de méditation, le kit de départ, tous les modules, il y a 8 modules en tout, vous allez les recevoir. Et si vous vous engagez avant le 17 mars, mais le prix est de 295 $ si vous choisissez la formule sans coaching ou 395 $ si vous choisissez la formule avec coaching. Le coaching, c'est l'idée qu'on s'appelle 3-4 fois pendant le cours et pendant ces 3-4 fois, je vous aide à encore mieux implanter les outils que je vous propose dans votre vie courante. Je vous donne aussi accès à mon courriel personnel pour que vous puissiez bien évidemment me donner me poser vos questions, me donner votre feedback, me poser vos interrogations pour que vous puissiez travailler sur moi. Ça, c'est la formule avec coaching et elle est à 395 $. Donc, je vous fais quand même une sacrée promotion cette fois-ci. Pour les Européens, la formule sans coaching, c'est 200 € et la formule avec coaching, c'est 269 €. Donc, c'est 2 mois de plaisir et un accès à tous les outils qu'il faut pour enfin travailler sur soi de manière autonome. Allez, on passe à la méditation maintenant. Alors, allez chercher votre noix, votre bonbon, votre biscuit. Qu'est-ce qui vous tente à ce moment-là de manger? Prenez-en 2 ou 3 parce que d'expérience, parfois on mange trop vite, alors que je vais vraiment vous aider à décortiquer vraiment le geste de manger. Ça vous donnera une bonne idée de c'est quoi une méditation. C'est sûr, c'est une bonne petite méditation agréable, mais ça vous donne un autre visage de la méditation et ça, j'aime ça. Alors, on y va. Prenez d'abord 2 à 3 respirations conscientes. Et c'est une méditation qui est un peu spéciale, mais elle va vous faire prendre conscience de ce que c'est de manger en pleine conscience. Placez la noix au creux de votre main et commencez à oublier tous vos repères, tous les repères que vous avez sur cet aliment. Pour cela, imaginez que vous êtes un extraterrestre et que vous n'avez jamais rien vu de tel. Du coup, de nature curieuse, vous allez l'explorer avec tous vos sens. Cela peut paraître un peu déconcertant, mais laissez-vous aller. On fait un petit laboratoire pour avoir un rapport différent aux choses. On commence avec la vue. Tenez l'aliment entre votre pouce et votre index et appliquez-vous consciencieusement à voir cet aliment. Examinez-le. Explorez chacune de ses parties comme si vous étiez devant quelque chose d'entièrement nouveau. Observez notamment sa couleur, ses rides, ses différentes aspérités, ses rebords et plus encore. Servez-vous maintenant du toucher pour explorer sa matière. Palpez, portez-le au niveau de l'espace entre votre lèvre et votre nez, si vous avez peu de sensibilité au niveau des doigts. L'idée, c'est vraiment de ressentir les parties de l'aliment, les parties rugueuses, les parties lisses, la texture, bref, tout ce qui compose
ce bel aliment qu'est une noix. Ne jugez pas ce que vous faites. Bien sûr, il peut vous venir à l'esprit des pensées comme pourquoi est-ce que je fais un exercice aussi bizarre? Qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter? Ah, mais moi j'ai juste envie de la manger cette noix, pas de la décortiquer pendant 10 minutes. Laissez faire ces pensées et revenez simplement à l'exercice, avec bienveillance, avec plaisir de faire cette méditation. On va voir maintenant si une noix ça sent quelque chose. Alors apportez-la à votre nez pour sentir ses effluves. On va maintenant voir si une noix ça parle. Pour cela, coupez-la en deux et apportez ces deux parties à votre oreille et frottez-les délicatement ensemble pour écouter si quelque chose se passe. Et quoi qu'il se passe, soyez conscient de qu'est-ce qui est là, même si c'est très subtil. Maintenant, vous allez amener une des deux parties tout doucement dans votre bouche. Soyez d'abord conscient du geste qui vous amène à quitter la région de l'oreille pour aller dans votre bouche. Et avant de rentrer dans votre bouche, notez si, justement, vous salivez ou non à l'arrivée de l'aliment. Et maintenant, mettez délicatement l'aliment dans votre bouche, sur votre langue, mais sans la croquer encore. Explorez simplement les sensations à l'intérieur de la bouche que cela procure. Et quand vous êtes prêt, croquez en pleine conscience et identifiez la façon dont l'aliment se comporte dans votre bouche. Peut-être passe-t-il d'un côté à l'autre. Vous pourriez par exemple aussi noter sa texture dans votre bouche, sa saveur. Et bien sûr, si vous n'avez pas eu la possibilité de bien le goûter, mangez l'autre moitié. Mais savourez les différences de texture qui existent petit à petit quand l'aliment se décompose dans votre bouche. Soyez conscient de la salive qui s'active. Et enfin, quand vous êtes prêt, avalez simplement la noix que vous venez d'explorer avec tous vos sens. Et voilà, donc c'était mon petit webinaire pour vous montrer le potentiel d'application de la méditation avec en prime à la fin une écoute, une expérience de méditation qui vous montre que finalement c'est vraiment le fun quand même quand on commence à méditer. Ça peut être aussi le fun que manger une noix. C'est une porte d'entrée bien sûr, la méditation ça a mille et un visages, mais prenez le temps vraiment de prendre conscience de tout ce que j'ai dit ici, de réécouter le webinaire parce qu'il est offert pendant 7 jours en reprise, illimité si vous voulez. Mais vraiment, prenez vraiment le pouls de tout ce que je vous ai dit pour prendre conscience de tout ce nouveau monde qui s'offre à vous, votre monde intérieur avec lequel vous pouvez reprendre contact pour qu'il puisse jaillir à l'extérieur de vous. Et prenez aussi un temps pour évaluer l'offre que je vous ai faite, car elle est vraiment intéressante. Alors je vous dis à très bientôt. Et maintenant, si vous avez des questions, des messages ou tout autre besoin de me dire quelque chose, écrivez-moi à mail@letitbemeditation.com ou aussi sur ma page Facebook. Je suis quand même assez très réactive en ce moment. Donc, je répondrai à chacune de vos questions, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.